Donc là maintenant on va accueillir Gabriel Blanco qui vient du Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première phase dans le webinaire, Mayada El Sabag, le professeur Mayada El Sabag était intervenu et elle nous a envoyé donc un étudiant qui s'appelle Gabriel Blanco et qui va nous présenter son travail qu'il réalise avec le professeur El Sabag. Ouais, et juste Gabriel, ravi de t'avoir avec nous. Également, ce qui va être l'idée aujourd'hui, ça va être, tu vas nous présenter donc la cohorte des 1000 familles Québec, je l'ai bien dit. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est toutes les. Alors, il va être un petit peu question de recherche participative, mais aussi de sciences ouvertes. Là où au Québec, on aimerait bien vous copier. Voilà. Donc, on va un petit peu espionner ce que tu veux nous présenter. Merci beaucoup, Gabriel, en tout cas. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. C'est ma deuxième fois en France, mais j'adore la culture. Je suis sûr que j'ai mangé déjà 3 kilos de fromage, mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu à propos de comment traiter la hétérogénéité en utilisant des systèmes de EEG et de suivi oculaire. Donc, voilà. Comme vous le savez déjà, l'autisme est caractérisé par des troubles, des problèmes dans le domaine social et aussi dans les comportements restrictifs et répétitifs. Mais c'est vrai qu'il existe d'enfants autistes qui ont les mêmes symptômes, les mêmes comportements, ou même les mêmes trajectoires. Donc ces variabilités ou hétérogénéité se trouvent dans tous les niveaux. Donc il existe une variabilité au niveau génétique, au niveau des structures d'activité cérébrale, mais aussi au niveau du comportement. Donc, cette variabilité, ça pose des problèmes, des défis pour la recherche parce que je vais montrer comment ça marche. Donc, la plupart des études, ils commencent toujours avec une population et cette population est divisée dans un groupe neurotypique et un groupe autiste. Puis ils choisissent en variable dépendante, ça peut être n'importe quoi, c'est peut-être par exemple la connectivité cérébrale. Mais d'habitude, on trouve que il n'y a pas de différence si on compare les moyennes. Mais je vous invite à regarder l'écran ici, les graphiques. On peut voir que si on regarde les groupes autistes, il existe une grande variabilité. Attends. Oui, c'est ça. Ces barres-là, ça nous dit qu'il existe des différents sous-groupes. Et si on compare les moyennes, on ne trouve pas de différences significatives. Et c'est à cause qu'il existe vraiment des différents sous-groupes qui se trouvent Donc, ça nous dit que pour vraiment mieux comprendre l'autisme, il faut vraiment faire un phénotypage approfondi. Ça veut dire trouver qu'est-ce qu'il fait chaque sous-groupe différent pour voir vraiment comment on peut faire les comparaisons et pour mieux comprendre les comportements. Donc, pour ma thèse et mon doctorat, je vais faire les phénotypages approfondis. Mais quand j'ai commencé, je me suis demandé la question, OK, si on veut faire un phénotypage approfondi, par où est-ce qu'on peut commencer? Donc, j'ai essayé de faire un peu la génétique, donc faire un phénotypage génétique, mais je me suis rendu compte que la génétique, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Comme on l'a vu ce matin avec Boris, oui, on a plusieurs gènes et les mutations, ça représente à peu près 1 à 9% des cas. Donc, ça veut dire que si on fait un phénotypage génétique, oui, c'est incroyable, mais c'est pas assez. Et même si on ignore toutes les mutations, les cas de TSA rares, et on se concentre sur les variants communs, les gènes qui sont communs dans la population, ça représente que 20% des cas. Donc, si on veut faire un phénotypage pour trouver des sous-groupes, c'est pas vraiment assez. Donc, si c'est pas la génétique, on pourrait faire un sous-groupage, un phénotypage, en utilisant les comportements. Et plusieurs études ont essayé de faire juste ça, mais la plupart des études qui ont fait des sous-groupes, des sous-groupages en utilisant les comportements restrictifs, ils étaient peu concluants. Et la raison, c'est parce qu'un comportement peut avoir plusieurs causes. Donc, prenons un enfant qui a un trouble du langage, qui ne peut pas parler. Ça peut être dû à un trouble phonologique, dont les traitements du cerveau, des sons, des voyelles, ne fonctionnent de la manière qu'il faut. Ou ça peut être aussi dû à l'apraxie. Donc, c'est vraiment les traitements de comment les neurones motrices
communique avec les cordes vocales. Donc, même si on a un enfant qui a les mêmes symptômes, qui ne peut pas parler, par exemple, qui est minimo-verbal ou non-verbaux, on trouve qu'il existe une hétérogénéité des causes. Donc, si les comportements, ce n'est pas assez, est-ce qu'on peut faire un phénotypage en utilisant la structure cérébrale? Donc, plusieurs études ont trouvé que oui, dans l'imagerie cérébrale, nous pouvons créer des sous-groupes cohérentes. Il y avait une étude il y a 3 ans à Toronto qui a trouvé que si on oublie les étiquettes diagnostiques et on prend une cohorte d'enfants qui ont TSA, hyperactivité, OCD, on peut trouver un IRM des sous-groupes qui ont un patron du cerveau structural très précis. Mais si le problème avec les IRM, c'est qu'il coûte cher, c'est pas vraiment accessible. Et je sais pas si vous avez jamais essayé de faire une étude IRM avec les enfants autistes. C'est effrayant quand même. Il y a une capsule. Donc, par contre, on peut utiliser les EEG et les suivis oculaires parce que c'est plus accessible et ça nous donne aussi une idée de comment le cerveau marche, en fait. Donc, pour les projets de mon doctorat, je me suis concentré sur un phénotypage en utilisant EEG et des suivis oculaires. Dans un monde idéal, j'aimerais avoir accès à la génétique, au comportement, des analyses, des évaluations cliniques. Mais je me suis demandé la question, OK, est-ce qu'on peut sous-grouper les enfants en utilisant EEG et oculométrie? Et est-ce qu'on peut prédire avec ces sous-groupes des différents comportements? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets de ma thèse. Donc, le premier, c'est comment faire un phénotypage chez les nouveau-nés en utilisant EEG. Et puis, dans la deuxième partie, je vais vous parler du nouveau cohorte qui utilise la génétique, le suivi oculaire et les EEG pour faire le phénotypage approfondi. Donc, on commence avec les premiers. Ça, c'est un enfant très mignon qui est en train de faire une session EEG. Donc, les EEG, si vous ne savez pas, c'est juste une casquette. Ça fait pas mal. Et ça nous aide à vraiment mesurer l'activité cérébrale. C'est plus facile pour les nouveau-nés parce qu'il n'a pas vraiment d'instruction. Il faut juste rester là. Donc, pour cette étude, j'ai utilisé des données de la plateforme EEG-IP. C'est une étude longitudinale qui s'était faite dans 2 sites. Donc, il y avait un site à Londres, au Royaume-Uni, et aussi aux États-Unis, à Washington. Ça comporte 195 enfants. C'est une étude longitudinale, donc ça veut dire que les enfants ont été suivis dès l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans. Et ça comporte vraiment juste des tests d'enregistrement des EEG chez les nouveau-nés. Donc, la chronologie, c'est plutôt comme ça. Donc, les enfants ont été recrutés jusqu'après la naissance. À l'âge de 12 mois, ils ont eu leur première session EEG. Ils ont fait aussi une évaluation du langage en utilisant les échelles de Mullen, Mullen Scales of Early Learning. Et puis, à l'âge de 2 à 3 ans, ils ont fait une évaluation d'autisme. Donc, ça nous aide à savoir, OK, même si on travaille chez les nouveau-nés, on ne sait pas s'ils vont développer un diagnostic de TSA. Parce qu'ils ont été suivis, on a appris s'ils avaient un diagnostic à l'âge de 3 ans. Donc, pour mon étude, j'ai utilisé 2 mesures de EEG. La première, c'est la latéralisation. Donc, je ne sais pas si vous avez jamais vu un cerveau humain, mais vous remarquerez qu'il y a 2 hémisphères qui sont assez pareils, mais la science nous dit qu'ils ont des fonctions tellement différentes. Donc, la latéralisation, ça veut dire que l'hémisphère... Voilà. C'est correct. C'est pris, c'est OK. Latéralisation du cerveau. Donc, l'hémisphère gauche est plutôt associé au langage. C'est le cas dans 98% de la population. Par contre, l'hémisphère droite est associé aux émotions, au contrôle des émotions et aussi à l'attention. Donc, en utilisant EEG, nous pouvons avoir une idée
de la dominance de chaque hémisphère au repos. Et ça nous donne une idée de comment chaque hémisphère fonctionne. Donc ça, c'était la première mesure que j'utilisais. Pour la deuxième mesure, je me suis concentré sur la connectivité. Donc oui, c'est vrai qu'on peut savoir si l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit est plus active, mais nous, on était concentrés sur savoir si la connectivité, si l'hémisphère gauche était vraiment connecté ou pas. Donc nous savons que les enfants autistes ont des patrons de connectivité atypiques et ces anomalies sont aussi associées à différents comportements comme le langage ou les comportements restrictifs. Donc, j'utilisais la connectivité et la latéralisation. Et comme mesure des comportements, je me suis concentré sur les langages. Et la raison pour laquelle j'ai choisi les langages, c'est parce que c'est très commun dans les enfants avec un diagnostic TSA. En fait, je pense que 30% de tous les enfants autistes sont minimum verbales ou non verbales, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas produire des phrases complètes. Mais nous savons aussi, comme on l'a vu hier avec Catherine Lord, que les trajectoires de langage sont très importantes parce que ça nous donne une idée du outcomes chez les adultes. Donc, c'était très important. Il y a diverses études qui ont été publiées sur la relation entre les EEG et les suivis oculaires. Donc, je vous montre l'étude actuelle. Donc, on a commencé avec 150 enfants. C'était notre population. Parmi eux, nous avons 80 enfants nouveau-nés neurotypiques, 70 enfants au risque d'autisme. Risque, ici, c'était déterminé si l'enfant avait un frère ou une sœur qui avait déjà un diagnostic TSA. Bon, nous savons que l'autisme est vraiment héritable, donc là, on peut avoir un score de risque familial. Et comme j'avais dit, ils ont été suivis à l'âge de 3 ans. Donc, parmi ces 70 enfants avec des risques d'autisme, on a trouvé que 23 ont développé un diagnostic de TSA. Mais comme j'avais dit, est-ce qu'on peut oublier les étiquettes diagnostiques? Je sais que c'est une idée vraiment controversée, mais je veux juste savoir, OK, si on regarde tous les enfants, pas sur les étiquettes diagnostiques, mais par les patrons cérébraux, est-ce qu'on peut trouver des sous-groupes? Donc, au lieu de dire, OK, là où l'enfant autiste, un enfant neurotypique, on commence avec la population et on se pose la question, OK, est-ce qu'il y a de différents sous-groupes en EEG? Est-ce que ces sous-groupes peuvent nous aider à trouver des patrons en comportement? Donc, aussi, je vous montre les 150 nouveau-nés. Donc, dans l'axe vertical, nous avons la latéralisation. Donc, les valeurs positives, ça veut dire que l'hémisphère gauche est plus actif. Et les valeurs négatives, ça veut dire que l'hémisphère droit est plus actif. Et dans l'axe horizontal, nous avons la connectivité. Donc, plus de connectivité, plus de valeurs plus significatives, plus positives. Et moins connectivité, c'est une valeur moins diminuée. Donc, ici, on a tous les enfants. Et en utilisant des méthodes de hierarchical clustering, machine learning, on a trouvé 2 sous-groupes qui étaient très cohérentes. Donc, dans les premiers sous-groupes, ce groupe A qui comporte 95 enfants, se caractérise par une latéralisation très élevée et une connectivité diminuée. Par contre, nous avons un deuxième groupe B, qui comporte 55 nouveau-nés, qui a une latéralisation très diminuée, mais une connectivité très haute. Donc, là, on a trouvé, OK, d'accord, il y a 2 groupes qui n'ont pas des diagnostics ou des étiquettes diagnostiques. Est-ce qu'il existe un phénotype spécifique à l'autisme? Donc, est-ce qu'on trouve que les enfants autistes se trouvent souvent dans un groupe et pas dans l'autre? Donc, on a fait des tests statistiques. On a trouvé que non. En fait, on avait une distribution assez pareille entre les enfants autistes dans les groupes A et les groupes B. Et on peut voir ça dans les graphiques encore une fois. Donc ici, j'ai coloré les enfants autistes en jaune. Et on peut voir qu'il y a vraiment une
diversité d'activités ou des patrons cérébraux. Donc, on a les enfants autistes, les nouveau-nés autistes, qui ont des latéralisations très élevées, mais on a les enfants qui ont des latéralisations très diminuées, qui ont des patrons de connectivité vraiment partout. Donc, ça nous dit qu'il n'existe pas un phénotype spécifique à l'autisme, au moins dans ces cohortes. La deuxième question qu'on s'est demandé, est-ce qu'il existe un phénotype du risque? Donc, est-ce que les frères et les sœurs des enfants autistes se trouvent dans un groupe? Et voilà, on a trouvé que non. Ils se répartissent dans les deux groupes de manière égale. On a trouvé la même chose avec les sexes, dont les filles et les garçons n'étaient pas dans un groupe spécifique, mais ils étaient vraiment dans les deux. Ce qui est un peu étonnant si on considère la littérature. Donc, d'accord, on a trouvé qu'il y a deux sous-groupes en utilisant EEG. Il n'y a pas un phénotype spécifique à l'autisme. Mais est-ce que ces deux sous-groupes peuvent nous aider à prédire les capacités linguistiques? Donc, on a utilisé le test Mullen. Donc, ici, on voit 3 mesures de langage. Donc, langage expressif, c'est à l'âge de 12 mois. Langage réceptif, et puis les QI verbal, qui c'est vraiment juste la somme entre le langage réceptif et expressif. Et là, on a trouvé que les enfants, les nouveau-nés dans les groupes B, qui ont moins de latéralisation et plus de connectivité, en moyenne, avaient des compétences linguistiques très élevées. Et c'était significatif dans les langages réceptifs et aussi dans les QI verbales. C'est très étonnant. Donc, dans cette étude, nous avons plusieurs conclusions. Mais la première, c'est qu'il n'existe pas un phénotype spécifique d'autisme. Chez les nouveau-nés de 12 mois, au moins, ils se répartissent vraiment partout. Donc, on a une diversité très énorme de latéralisation et de connectivité. Donc, on a trouvé qu'il n'existe pas un groupe neurotypique non plus. Même les enfants neurotypiques ont de différents patrons d'activité cérébrale. Mais avec ces phénotypes ou avec ce type de méthodes transdiagnostiques, nous avons trouvé que les enfants qui avaient les mêmes patrons du cerveau avaient aussi les mêmes patrons linguistiques. Donc, les compétences dans le langage réceptif se corrèlent avec une connectivité de l'hémisphère gauche augmentée et une latéralisation réduite. Donc, pour le prochain projet, j'ai essayé de faire un phénotypage par EEG et aussi des suivis oculaires. Donc, ça, c'est notre étude. Vous voyez un enfant qui est en train de faire une tâche. Donc, les suivis oculaires, c'est juste là. Donc, ça nous permet vraiment d'évaluer les regards des enfants. Ça nous donne une mesure de comment les enfants peuvent voir le monde. Et aussi, on peut regarder leur regard en utilisant les EEG en même temps. Donc, les suivis oculaires, il y a plusieurs études. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on sait que la capacité de sélectionner des objets pertinents à l'attention visuelle est essentielle pour l'apprentissage. Donc, il y a plusieurs études qui ont trouvé que l'attention visuelle change de trajectoire dans les enfants autistes. Et récemment, des différences dans les désengagements visuels sont aussi associées au langage chez les enfants autistes et les enfants de syndrome de Down. Donc, comment est-ce qu'on mesure l'attention visuelle? Donc, on utilise la tâche Gap Overlap, qui est comme ça. Donc, dans la tâche Gap Overlap, nous avons 2 conditions. Donc, la première condition, c'est la condition Gap, ou facilitation. Donc, on commence avec un stimulus central, mais après 200 millisecondes, ce stimulus central disparaît. Et après, il y a une étoile qui apparaît de l'autre côté. Donc, c'est gap parce que le stimulus central disparaît, il n'a rien à faire, et quand l'étoile apparaît, c'est plus facile de juste changer le regard. Par contre, dans les conditions overlap ou désengagement, c'est plus difficile parce qu'on commence toujours avec un stimulus central, mais cette stimulus central, ça reste toujours là. Donc, quand l'étoile apparaît, l'enfant doit vraiment changer le regard de le stimulus central vers l'étoile. Et ces changements, désengagement, ça prend des compétences cognitives pour vraiment changer l'attention. Donc, avec la tâche Gap Overlap et les suivis oculaires, les mesures de suivi oculaire, on peut mesurer les temps de réaction pour faire ces changements
entre la condition gap et la condition overlap. Donc, plusieurs études ont utilisé cet âge et on trouve que c'est fidèle, ça passe des tests, retests de fidélité. C'est aussi associé au langage, à des trajectoires chez les enfants autistes. Mais pour nous, notre question, c'était que la tâche gap overlap est traditionnellement faite en suivi oculaire, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont fait aussi cette tâche en utilisant EEG. Et les problèmes avec les enregistrements entre EEG et suivi oculaire, est-ce que d'habitude, les deux systèmes travaillent de manière indépendante. Donc, le système de EEG fait toute l'activité cérébrale, le système de suivi oculaire, oculométrie, fait toute la suivi oculaire et ils ne communiquent pas entre eux. Donc, ce défi pour nous, c'est de trouver, OK, comment est-ce qu'on peut créer un système qui peut synchroniser les données des deux systèmes. Donc, on a essayé plusieurs méthodes, mais là, on a trouvé que la meilleure façon de communiquer les deux systèmes, c'était d'utiliser une photodiode. Une photodiode, c'est mon mot préféré en français. C'est juste un gadget qui capture la lumière. Donc, chaque fois que nous avons un changement des conditions, donc chaque fois que, par exemple, il y a un stimulus central qui apparaît, il y a deux carrés dans le coin gauche qui ont des changements de lumière. Et ces changements de lumière sont capturés par les photodiodes qui ensuite envoient des signaux au système EEG et au système de suivi oculaire. Donc, avec des photodiodes, ça nous permet vraiment d'avoir un point de référence qui nous permet de synchroniser la signal EEG et suivi oculaire. Donc, avec ça, on peut vraiment les mettre dans les mêmes temps temporels. Et ça nous permet aussi de faire des analyses EEG en utilisant le suivi oculaire. Donc, je ne sais pas si vous avez, mais la plupart des études en EEG supposent que les enfants regardent toujours les conditions. Mais ce n'est pas vrai. On sait que les enfants se distraient. Parfois, ils ne regardent pas l'écran. Parfois, ils bougent. Mais avec les suivis oculaires, on peut se dire, OK, quel est le moment que l'enfant a vraiment changé le regard et est-ce qu'on peut avoir des différences au niveau cognitif et au niveau d'activité cérébrale? Donc, en utilisant ce système avec les photodiodes, nous avons les testés dans une cohorte qui s'appelle Québec 1000 familles. Donc, on a commencé avec une étude pilote. Donc, on avait juste 39 participants neurotypiques qui comportent 34 adultes et 5 enfants âgés entre l'âge de 9 à 60 ans. Comme j'avais dit, tous les participants ont été recrutés via le registre du projet Québec 1000 familles et chaque participant a fait une série de tâches de suivi oculaire et du EEG. Donc, l'étude, les cohortes Québec 1000 familles, c'est une étude au Québec qui comporte les 6 hôpitaux plus grands au Québec. C'est une étude qui avait plusieurs des financements du gouvernement. Je pense que c'était 12 000 milliards de dollars canadiens. Et c'est une cohorte d'avoir 1000 familles qui ont au moins un individu qui a été diagnostiqué avec une TSA. Et le but de cette étude, c'est d'avoir un phénotypage très approfondi. Donc, chaque famille fait partie du registre. Chaque famille est suivie. Ils ont un test génétique pour créer un biobanque. Et puis aussi, chaque famille fait un protocole IRM, EEG et suivi oculaire. Donc, avec ça, on peut créer des profils très, très précis. Mais aujourd'hui, je vais vous parler juste des EEG et des suivi oculaire. Donc, nos résultats dans cette étude pilote, nous avons trouvé que, comme s'espérait, la condition overlap était significativement plus lente par rapport à la condition baseline. Comme j'avais dit, ça prend beaucoup de temps pour changer le regard des stimulus central vers l'étoile. On a trouvé que dans la condition gap, elle était plus rapide parce que, comme j'avais dit, s'il n'y a pas grand-chose dans l'écran, c'est plus facile de changer. On a aussi fait une validation psychométrique
Donc, on a testé plusieurs variables. On a fait un retest de fidélité. Donc, tous les participants ont fait la tâche dans 2 sessions et on n'a pas trouvé de différence. Comme j'avais dit, c'est une étude de cette cohorte. C'est dans différents hôpitaux au Québec. Donc, on n'avait pas de différence du site d'hôpital. On n'avait pas de différence du sexe ou de différence du âge non plus. Dans cette tâche, c'était fidèle. Donc, en ce qui concerne les résultats EEG, c'est seulement 34 participants, mais nous n'avons pas trouvé de différence en activité cérébrale pendant la tâche overlap. Donc, ces changements entre overlap vers l'étoile, il n'y avait pas aucun effet. Nous, on n'a pas trouvé des effets présaccadiques en EEG. Néanmoins, parce qu'on a synchronisé les EEG et les suivis oculaires, ça nous permet aussi de calculer chaque fois qu'un participant avait un regard erroné. Donc, ils ne sont pas vraiment juste se concentrer sur l'écran, ils ont changé le regard. Ça, on peut le calculer. Et nous avons trouvé que ces regards valides ou ces regards erronés avaient une différence au niveau présaccadique en EEG. Donc, c'est-à-dire les participants qui n'ont pas réussi à trouver l'étoile avaient des différences au niveau neurologique, activité cérébrale. Donc, comme j'avais dit, l'objectif de cette étude, c'est de trouver des sous-groupes en utilisant EEG et des mesures de suivi oculaire. Donc, les 2 mesures que j'ai utilisées pour faire les sous-groupages, c'était encore une fois l'effet de désengagement, donc combien de temps que les participants ont changé le regard. Pour EEG, j'utilisais les ERP, donc Event Related Potentials. C'est une mesure d'activité cérébrale dans chaque condition. Mais comme j'avais dit, c'est des résultats préliminaires. On a commencé avec 34 participants, mais seulement 18 participants avaient des résultats de mesures valides en EEG et en suivi oculaire. Donc, on peut voir ici tous les participants. Donc, dans l'axe vertical, nous avons les moyennes ERP dans l'activité cérébrale. Et ici, dans l'axe horizontal, nous avons l'effet de désengagement. Donc, les valeurs plus positives, ça veut dire que les enfants avaient des difficultés, les individus avaient des difficultés à changer le regard. Et les valeurs négatives, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de problème. Donc, ils ont changé leur regard sans aucun souci. Donc, avec les méthodes hiérarchie des sous-groupages, nous avons trouvé encore une fois 2 groupes. Donc, le premier groupe A, qui avait c'était caractérisé par une ERP en activité cérébrale assez moyenne. Il n'avait pas vraiment beaucoup de variabilité, mais qui avait des mesures de suivi oculaire très élevées, donc c'est-à-dire que l'attention était bon. Et aussi, dans le deuxième groupe, c'était encore une fois une moyenne ERP, activité cérébrale moyenne, mais des mesures de suivi ont en effet des désengagements très élevés. Donc, c'était des participants qui ont beaucoup de difficultés à changer. Mais c'est là qui nous étonne beaucoup, c'est, si vous voyez, il y a 2 participants, c'est les 2 participants qui ont les plus de difficultés, mais on voit ici qu'ils ont des mesures EEG très différentes. Donc, encore une fois, même si on a un comportement, dans ces cas-là, un déficit d'attention visuelle, c'est peut-être dû à des différents niveaux de EEG. Donc, c'est preuve qu'un comportement peut avoir plusieurs causes et aussi, il a beaucoup de variabilité et hétérogénéité. Donc, les conclusions, nous avons validé les co-enregistrements du système EEG et de suivi oculaire. Et aussi, les EEG et le suivi oculaire pour nous permettre de vraiment trouver ou traiter cette hétérogénéité si on avait des échantillons très larges dans l'autisme. Donc, avec ça, je vais juste remercier toute notre équipe. Nous avons des tellement bons cliniciens, chercheurs, chercheuses, et oui, tous les financements. Donc, merci.
J'avais juste une question. Du coup, à un moment, tu as montré les regards erronés. Est-ce que c'est le déficit d'inhibition saccadique, du coup, que tu as mesuré à ce moment-là, ou ouais, ça correspondait à ça? Oui, c'est ça, c'est l'inhibition saccadique, c'est ça. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'auditoire. En attendant que les mains se lèvent, ouais, non, c'était très intéressant, Gabriel, notamment le fait que ce qui est vraiment marquant dans votre cohorte, c'est que on est vraiment sur une étude de plusieurs dimensions. Et vous sortez vraiment des catégories pour vraiment analyser les différentes dimensions chez un même individu. Est-ce que, tu as évoqué les difficultés techniques que ça impliquait. J'imagine que si on parle d'interopérabilité des données, je sais qu'au Québec, vous êtes à fond sur la science ouverte. Est-ce que ça vous pose pas les difficultés d'avoir autant de dimensions dans vos bases de données? Oui, ça pose des difficultés, surtout au niveau des participants, parce que pour un enfant, comme j'avais dit, la session EEG cévio-oculaire, ça prend 1 heure et 2 heures. Mais si on fait des tests génétiques, on fait des IRM, on fait des analyses de comportement, des évaluations cliniques, donc ça peut prendre plusieurs sessions. Et parfois, on trouve que les participants, au début, ils sont très hâte de commencer le test, mais à la fin, la plupart des participants ne peuvent compléter tous les protocoles. Donc, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on a des données qui sont incomplètes. Donc, on a beaucoup de données dans une modalité comme les EEG, mais on n'a pas beaucoup de données au niveau génétique, au IRM. Mais oui, toutes les données seront ouvertes, elles seront accessibles pour les chercheurs au niveau international. Ouais. Merci, c'était hyper intéressant. Donc sur la première étude, après vous avez, tu as re-regardé où sont tes patients autisme dans tes 2 groupes. Est-ce que tu as regardé pour d'autres troubles neurodéveloppementaux que juste l'autisme, ou On s'est arrêté jusqu'à l'autisme. Ouais, mais je sais qu'un seul groupe de ces enfants, on était suivis jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est très petit, je pense que c'était 30 participants. Et parmi eux, il y a au moins quelques participants qui ont hyperactivité, des syndromes compulsifs. Ouais. L'étude, c'était plutôt pour l'autisme. Ouais. Mais pour les cohortes qu'avec 1000 familles, même si c'est concentré sur l'autisme, on accueille des participants avec tous les troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça va être plus ouvert. Ouais. Oui, tout d'abord, je voulais te remercier, Gabriel, pour la didactique de ta présentation. C'était vraiment très agréable. Ma question va un peu rejoindre celle de ma collègue, mais bon, du coup, sur ta deuxième étude, et notamment si tu as des informations sur les autres types de troubles neurodéveloppementaux dans la cohorte des 1000 familles. Je me pose cette question-là tout simplement parce qu'on sait que engagement et désengagement intentionnel peut être associé à des déficits au niveau des fonctions exécutives. Et par exemple, avoir des informations sur, par exemple, si ton enfant n'est pas TSA, mais TDAH, et du coup, c'est associé à des particularités dans ce que tu observes, pourrait être également peut-être informatif. Ah oui, c'est une bonne question. J'avais dit, la plupart de nos participants sont un diagnostic de TSA, mais on n'a pas déjà commencé, mais on est censé de faire des évaluations d'hyperactivité pour voir comment, parce qu'il a plusieurs comorbidités. Donc, c'est pas juste TSA, on a vu ce matin avec Boris et dans notre présentation, c'est vraiment désengagement visuel, activité cérébrale, ça comporte des différents diagnostics. Mais oui, le but, c'est de voir comment, s'il y a un TSA avec une hyperactivité ou TSA avec quelque chose d'autre, est-ce qu'on trouve les mêmes patrons? Mais oui, pour l'instant, la plupart de ces cohortes, c'est juste autisme. Ouais. Merci. Et du coup, moi, je vais revenir sur la même question, parce que dans notre équipe, on est en train de préparer une méta-analyse sur la tâche de gap overlap entre des personnes autistes, des personnes avec un TDAH et des personnes autistes avec TDAH. Et ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est que là où on retrouve un déficit de désengagement intentionnel, dans le groupe de personnes autistes, c'est ceux qui ont un double diagnostic, TSA, TDAH plutôt.
Je peux vous répéter encore une fois? En fait, je disais qu'on était en train de préparer une méta-analyse là dans mon équipe à partir de la tâche de gap overlap qui a été passée chez des patients autistes d'une part, des personnes avec TDAH d'autre part, et dans le groupe de personnes autistes quand on TDAH puis c'est ceux qui ont le double diagnostic de TSA et de TDAH qui ont le plus de troubles du désengagement attentionnel. Oui, j'espère que c'est ça. Comme j'avais dit, on n'a pas beaucoup de participants qui ont TDAH, puis aussi hyperactivité, TSA. Mais j'aimerais savoir, oui, si on trouve le même résultat. Et comme j'avais dit, on essaye de grandir l'échantillon, mais c'est vraiment de collaborer un peu pour voir les différences entre les deux, s'il a quelque chose. Et je pense qu'il y a autre chose aussi qui pourrait être intéressant, c'est que là, votre tâche, c'est une tâche d'oculomotricité et attentionnelle. Et il existe des tests neuropsy, où vous allez avoir plutôt la dimension uniquement attention visuelle que vous allez tester, et de voir si du coup il y a des différences entre une tâche purement d'attention visuelle d'une part et une tâche qui lie oculomotricité et attention visuelle, parce que on sait que parfois dans l'autisme et dans d'autres troubles du neurodéveloppement, il y a aussi des particularités au niveau du fonctionnement du système oculomoteur. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je parlais juste de la tâche gap overlap, mais notre protocole, ça comporte 10 tâches au total. Donc, on a des tâches EEG auditives. Donc, on peut traiter la synchronisation des systèmes auditifs, mais on a aussi des tâches sociaux, donc dans le domaine social. Donc, il y a ce que les enfants regardent, les visages, les yeux, n'importe quoi. On a aussi des tâches des executive control. Donc, les enfants doivent chercher une pomme parmi un groupe des oranges, par exemple. Donc, avec ce protocole, nous pouvons vraiment traiter est-ce qu'il c'est corrélé dans l'attention visuelle avec l'attention sociale, des problèmes, des différences auditives. Donc, oui, ces cohortes, comme j'avais dit, c'est sciences ouvertes, et nous accueillons comme aucune recommandation de comment on peut agrandir les cohortes, mais aussi des protocoles, des différents tests, des tâches. Merci. Moi, j'aurais peut-être juste une dernière question, Gabriel, et ensuite, promis, on te laisse tranquille. Oui, vas-y. Tu disais que donc, les participants, c'était quoi, 1 à 2 heures, c'est ça, de test? Oui, c'est ça. Et, 1h30, ça dépend des participants. Du coup, je voulais savoir si vous aviez évalué le biais, notamment lié à la fatigue que tu pouvais avoir à la fin des tests. Et puis, si vous aviez... j'imagine qu'il y a certaines personnes que tu ne peux pas inclure de par leurs troubles fonctionnels. Si vous aviez notamment, au sein du GIS, du GRAPS, il y a toute la question notamment des situations complexes, qui sont des personnes qui sont plus difficiles à inclure dans la recherche. Si vous aviez réfléchi avec Mayada El-Sabag à une adaptation du protocole pour pouvoir être davantage inclusif au regard de la diversité des situations, et notamment dans les troubles les plus complexes. J'aime beaucoup ces questions parce que ça me donne l'opportunité de parler de recherche participative. Mais oui, dans cette étude avec ma superviseure Mayada, on est censé de vraiment avoir tous les voix des parents, surtout dans ce protocole, parce que 2 heures, 1h30 de session, et c'est beaucoup, ça fatigue les enfants. Donc, on a commencé avec 13 tâches, mais on a dû changer les protocoles, parce que par exemple, je vous donne un exemple. Une de notre tâches, c'était de tester la dilatation de la pupille. Et pour faire ça, avec oculométrie, il faut avoir des flashs. Et pour les enfants, ce n'est pas possible. Donc, comme chercheur, je me suis dit, OK, oui, on peut faire des flashs, on peut tester, voir la dilatation de la pupille. Mais pour les patients, et après qu'on a parlé avec les parents et les membres de la communauté, nous nous sommes rendus compte que ça ne marche pas comme tâche. Et ça ne nous donne pas des données très important qu'on pourrait ajouter dans cette étude. Donc, oui, la fatigue, c'est un problème. On a essayé de prioriser certaines tâches, comme les EEG au repos, le gap overlap, parce que c'est vraiment fidèle. Mais par exemple, la tâche d'attention sociale, ça rentre plutôt à la fin du protocole, et ça vraiment dépend des participants. Et aussi, une autre chose qu'on a essayé de faire, c'est que dans toutes ces tâches, il n'y a pas d'instruction. Donc, d'habitude, on demande aux enfants, OK, non, trouve la pomme, regarde pas l'étoile, par exemple. Ici, c'est juste, il n'y a pas vraiment d'instruction. C'est juste, l'enfant doit regarder l'écran, et ça nous donne l'opportunité d'y avoir tous différents types d'enfants qui ont des déficiences intellectuelles ou pas.
Donc, on a changé les protocoles. Ça fait 5 ans, des changements. Mais c'était toujours avec des familles, toujours avec des membres de la communauté. Et oui, surtout pour les rendre plus agréables pour les familles et pour les enfants. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel. Je crois qu'on peut l'applaudir. C'est super, merci beaucoup. Merci.